Avez-vous déjà pensé qu'une simple erreur administrative pouvait détruire une famille entière? Le 12 septembre 1922, à la gare de Dijonville, 3 sœurs se préparaient à quitter leur village pour toujours. Elles souriaient encore, serrées l'une contre l'autre quand le train a sifflé. Mais ce que personne ne savait, c'est que quelques minutes plus tard, un détail presque invisible allait changer leur destin à jamais. Des décennies plus tard, une découverte inattendue révélera une vérité bouleversante, capable de briser le cœur même de ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'elle. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique, inspirée de faits réels, et vous montrer ce qu'une seule photo oubliée peut cacher. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à faire vivre ces récits et à continuer de partager des histoires inspirées du passé qui portent de vraies leçons de vie. Il existe une photographie, une seule, prise le 12 septembre 1922 à la gare de Dijonville. 3 sœurs y sourient, serrées les unes contre les autres devant un mur jauni par le temps. Dans 3 minutes, l'une d'elles sera arrachée à ses sœurs pour toujours. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que sur cette photo, c'est elle qui sourit le plus. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi Claire Durand, 13 ans, a gardé ce sourire, alors qu'elle savait déjà qu'elle ne reverrait jamais ses sœurs. Cette histoire est celle de 3 petites filles, qui ont appris trop tôt que parfois, l'amour ne suffit pas pour rester ensemble. Cette photographie a été retrouvée en 1987, lors de la rénovation de la gare, dans les archives personnelles du photographe René Vallon. Au dos, une inscription à l'encre délavée. 3 sœurs, 2 destins, un amour éternel. Mais regardez attentivement le visage de celle du milieu. Voyez-vous cette larme séchée sur sa joue gauche? Cette trace presque invisible qui raconte une vérité que personne ne voulait voir ce jour-là? Les archives départementales de la Côte d'Or conservent encore aujourd'hui les registres de cette journée fatidique, et ce qu'ils révèlent vous brisera le cœur. Élise Durand avait 16 ans. L'aînée. Celle qui n'avait plus eu le droit d'être une enfant depuis que sa mère était tombée malade 2 ans plus tôt. Dans ses mains crispées sur cette photo, elle tient une petite valise en tissu rapiécé tellement de fois qu'on ne distinguait plus le motif original. Cette valise contenait tout ce qu'elle possédait. 3 robes usées, un peigne cassé, et un morceau de savon qu'Élise avait volé à l'épicerie la veille parce qu'elle voulait que ses sœurs soient propres pour rencontrer leur oncle à Lyon. Ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que dans exactement 180 secondes, elle devrait faire un choix qui la hanterait jusqu'à son dernier souffle. Claire, 13 ans, se tenait au milieu. La rebelle. La difficile. Celle qui posait toujours trop de questions et qui avait été humiliée publiquement par le boulanger Moreau 3 semaines plus tôt pour avoir volé un quignon de pain. Sur la photo, elle ajuste son foulard sur ses cheveux. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que sous ce foulard, ses cheveux avaient été coupés de force par son père ivre la nuit précédente, après qu'elle et Élise se soient battues pour l'unique manteau correct de la famille. Mais Claire gardait un secret que même ses sœurs ignoraient. Un secret qui explique pourquoi elle souriait malgré tout. Marguerite, 9 ans seulement, s'accrochait à la jupe d'Élise comme si elle pressentait déjà la catastrophe. La petite avait vomi sur le chemin de la gare, terrorisée à l'idée de monter dans ce train qui crachait une fumée noire épaisse. Les autres enfants de l'école se moquaient d'elle parce qu'elle mouillait encore son lit, mais ce matin-là, un vendeur de café lui avait offert un brioche gratuit en voyant ses petites mains tremblantes. Les registres du train numéro 47 en direction de Lyon confirment qu'elle était la plus jeune passagère non accompagnée d'un adulte ce jour-là. Ce que ces registres ne disent pas, c'est qu'elle ne comprendrait jamais vraiment pourquoi sa sœur Claire n'était pas montée avec elle. Il était exactement 10h27 quand le sifflet de la locomotive a retenti pour la première fois. Pierre Durand, leur père, était arrivé à la gare en titubant, l'haleine empestant l'eau-de-vie bon marché. Il avait vendu la moitié de ses terres pour payer les médicaments de sa femme mourante, et l'autre moitié ne suffisait plus à nourrir la famille. Les billets pour Lyon avaient été obtenus grâce à Marcel Reynaud,
un cheminot qui avait pitié de ses 3 petites condamnées à la misère. Mais quand Pierre a tenté d'embrasser ses filles, Élise s'est reculée. Elle ne lui pardonnait pas d'avoir abandonné, et dans 60 secondes, elle regretterait amèrement ce dernier geste de froideur. Car voici ce que personne ne savait encore. Sur le billet de Claire, le préposé au billet avait inscrit Marie-Claire Durand, reprenant le nom complet du registre de vaccination. Mais le certificat de baptême de Notre-Dame de Dijon, le seul document officiel accepté pour les voyages en période de troubles sociaux, mentionnait seulement Claire Durand. Une différence de 5 lettres. 5 lettres qui allaient déchirer une famille pour toujours. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, comment 3 sœurs unies par la misère et l'amour ont été séparées par 5 lettres sur un bout de papier, il faut remonter 6 mois plus tôt, quand leur mère pouvait encore se lever de son lit et que Claire croyait encore au miracle. Mars 1922. La Bourgogne rurale suffoquait sous le poids de la crise économique d'après-guerre. Dans la petite ferme des Durand à Talent, en périphérie de Dijon, Suzanne Durand toussait du sang dans un mouchoir qu'elle cachait aussitôt sous son oreiller. La grippe espagnole l'avait épargnée en 1918. Mais cette nouvelle épidémie qui ravageait la région depuis janvier ne lui laissait aucune chance. Élise, 14 ans à l'époque, avait trouvé les mouchoirs ensanglantés et compris avant tout le monde que sa mère ne verrait pas l'été. Ce jour-là, elle a cessé d'être une adolescente. Les archives de l'Hôtel-Dieu de Dijon recensent 87 décès dus à cette épidémie entre janvier et septembre 1922. Suzanne Durand n'y figure pas. Elle est morte chez elle, sans jamais avoir vu un médecin, parce que Pierre avait dépensé l'argent de la consultation en alcool. Claire, elle, refusait d'accepter l'évidence. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aller chercher des œufs dans le poulailler, convaincue que si sa mère mangeait suffisamment, elle guérirait. Elle ne savait pas qu'Élise revendait ses œufs en cachette au marché de Dijon pour acheter de la morphine au marché noir. Un flacon coûtait l'équivalent de 20 œufs. La douleur de Suzanne valait-elle 20 œufs? Élise avait tranché. Oui, Claire ne lui pardonnera jamais quand elle découvrira la vérité 3 semaines avant le départ pour Lyon. Leur dernière vraie conversation de sœurs s'est terminée par Claire crachant au visage d'Élise. « Tu l'as tué en lui volant sa nourriture. » Mais le secret que Claire gardait était encore plus lourd. Depuis février, elle se glissait la nuit dans la bibliothèque municipale de Dijon par une fenêtre cassée. Là, à la lueur d'une bougie volée à l'église, elle apprenait à lire et écrire correctement. Le bibliothécaire, Monsieur Lefebvre, l'avait surprise une nuit, mais au lieu de la dénoncer, il avait laissé des livres simples sur une table avec une note, pour la petite voleuse de mots. Si tu veux devenir institutrice, il te faudra plus que du courage. Il te faudra de l'instruction. Claire dévorait tout, les manuels de grammaire, les livres d'histoire, les recueils de poésie. Elle rêvait d'enseigner aux enfants pauvres comme elle, comme ceux qui se moquaient de Marguerite à l'école communale. Marguerite, justement, vivait dans son propre enfer silencieux. À 9 ans, elle portait le poids de la honte quotidienne, les draps mouillés chaque matin. Les ricanements des autres enfants. La maîtresse qui soupirait en la voyant arriver, les yeux rougis. Mais ce que personne ne savait, c'est que Marguerite mouillait son lit parce qu'elle faisait le même cauchemar chaque nuit. Sa mère disparaissait dans une fumée noire épaisse comme celle des trains. Élise lavait les draps chaque matin avant que leur père ne se réveille, et chaque matin, elle serrait Marguerite dans ses bras en murmurant « Ce n'est rien, ma petite, ce n'est rien. Un jour tu seras infirmière et tu sauveras des mamans, tu verras. » L'été est arrivé avec son cortège de mauvaises nouvelles. Les grèves ferroviaires paralysaient le pays. Le journal Le Bien Public du 15 juillet 1922 titre « Chaos sur les rails, la Bourgogne isolée ». Pierre Durand n'arrivait plus à vendre ses maigres récoltes. Il buvait de plus en plus. Un soir d'août, il est rentré plus ivre que jamais et a trouvé Claire en train de lire un livre volé. La correction a été terrible. Il lui a coupé les cheveux avec des ciseaux rouillés en hurlant qu'une voleuse ne méritait pas d'être belle. Élise a tenté de s'interposer et a reçu un coup qui lui a fendu la lèvre. Marguerite s'est cachée sous le lit de sa mère mourante. Suzanne,
trop faible pour intervenir, a seulement pu murmurer « Pardonnez-lui, mes filles, il n'est plus lui-même ». Suzanne Durand est morte le 28 août 1922 à 4 heures du matin. Ces derniers mots, selon le témoignage d'Élise consigné dans une lettre retrouvée des années plus tard. « Restez ensemble. Promettez-moi. Quoi qu'il arrive, restez ensemble. » Les 3 sœurs ont juré. Elles ont tenu cette promesse exactement 15 jours. Le 2 septembre, Pierre a annoncé qu'il les envoyait à Lyon chez son frère Gaston. Les billets étaient déjà achetés. Départ le 12 septembre. Non négociable. Les archives de la préfecture confirment que Pierre Durand a vendu le reste de ses terres le 5 septembre 1922 à un certain Antoine Mercier pour une somme dérisoire. Il avait besoin d'argent pour recommencer sa vie. Sans ses filles. La veille du départ, la tension était insupportable. Claire et Élise se sont disputées violemment pour le manteau. Pas par égoïsme, mais parce que chacune voulait que l'autre l'ait. Claire a fini par le déchirer dans la bagarre. Les 2 sœurs se sont regardées, horrifiées, puis ont éclaté en sanglots dans les bras l'une de l'autre. Elles ont passé la nuit à le recoudre ensemble, point par point, en se racontant leurs rêves. Élise voulait économiser assez pour offrir une vraie robe à Marguerite pour ses 10 ans. Claire voulait devenir la première institutrice issue de la misère rurale. Marguerite, réveillée par leur chuchotement, est venue se blottir entre elles. Les 3 sœurs se sont endormies enlacées. Le manteau rapiécé étalé sur elles comme une couverture. Elles ne savaient pas que c'était leur dernière nuit ensemble. Le matin du 12 septembre 1922 s'est levé dans une brume épaisse qui enveloppait la campagne bourguignonne comme un linceul. Élise s'est réveillée la première, à 5 heures, le ventre noué par l'angoisse. Elle avait fait un rêve étrange. Claire disparaissait dans la fumée d'un train pendant que Marguerite criait son nom. En préparant le maigre petit déjeuner, 3 morceaux de pain rassis trempés dans du lait coupé d'eau, elle a remarqué que ses mains tremblaient. L'intuition féminine, dira plus tard Madame Moreau, leur voisine, dans une lettre conservée aux archives municipales. Cette petite savait que quelque chose de terrible allait arriver. Claire s'est levée en sursaut, prise de nausée. La tension de la veille, la peur du voyage, tout se mélangeait dans son estomac vide. Elle a couru vomir dehors, près du vieux puits. En relevant la tête, elle a vu son père qui titubait déjà près de la grange, une bouteille à la main. Il était 7 heures du matin. Pierre Durand buvait depuis l'aube pour trouver le courage d'abandonner ses filles. Les documents de la gendarmerie de Dijon mentionnent qu'il a été retrouvé inconscient dans un fossé le soir même, incapable de se souvenir de la journée. Mais Claire, elle, se souviendrait de chaque seconde jusqu'à son dernier souffle. À 8 heures, les 3 sœurs étaient prêtes. Élise portait sa robe la moins usée, celle avec seulement 3 reprises visibles. Claire avait noué le foulard sur ses cheveux massacrés, tentant de cacher la honte de cette coupe brutale. Marguerite serrait contre elle la petite poupée de chiffon qu'Élise lui avait fabriquée avec des morceaux de tissu volés à la mercerie. Le chemin jusqu'à la gare de Dijonville prenait normalement 1 heure à pied. Ce matin-là, il leur en a fallu 2. Marguerite s'est arrêtée 3 fois pour vomir, terrorisée. Claire a dû la porter sur les derniers 500 mètres. Élise transportait les 3 petites valises, le dos courbé sous le poids dérisoire de toute leur vie. La gare de Dijonville était un chaos organisé. Les grèves avaient créé un embouteillage monstre de voyageurs. Des familles entières campaient sur les quais depuis des jours, attendant un train qui veuille bien les prendre. Le train numéro 47 pour Lyon était le premier à partir depuis 3 jours. La tension était palpable. Des gendarmes patrouillaient, vérifiant les papiers, surveillant la foule. C'est dans cette atmosphère électrique que René Vallon, photographe itinérant, a remarqué les 3 sœurs. Il témoignera plus tard dans son journal intime. Elles avaient quelque chose de tragique et de beau à la fois, comme si elles portaient tout le malheur du monde sur leurs petites épaules, mais refusaient de plier. René Vallon s'est approché doucement. Il avait l'habitude de photographier les départs, les adieux, ces moments suspendus entre 2 vies. Quand il a demandé aux sœurs de poser, Claire a d'abord refusé. « Nous n'avons pas d'argent, monsieur. » Mais Vallon a insisté. « C'est gratuit, mesdemoiselles. Pour que vous ayez un souvenir de ce jour. » Élise a accepté.
Elles se sont placées contre le mur jauni de la gare. Marguerite s'est collée à Élise. Claire s'est mise au milieu, ajustant nerveusement son foulard. Au moment où Vallon a appuyé sur le déclencheur, Claire a souri. Un sourire étrange, presque serein. Comme si elle savait déjà. 10h27. Le sifflet de la locomotive a déchiré l'air. Le train numéro 47 entrait en gare dans un nuage de vapeur et de fumée noire. La foule s'est précipitée. Les gendarmes ont formé une chaîne pour contrôler l'accès au wagon. Chaque voyageur devait présenter son billet et ses papiers. L'ordre était strict depuis les émeutes de la semaine précédente. Aucune exception, aucune tolérance. Le chef de gare, Auguste Blanchard, avait reçu des instructions directes de la préfecture. Le moindre écart, la moindre irrégularité, et c'était le renvoi immédiat. Les sœurs Durand se sont placées dans la file. Devant elles, une famille de 5 personnes tentait de négocier pour faire monter leur grand-mère sans billet. Refus catégorique. Derrière, un homme suppliait qu'on laisse passer sa femme enceinte en priorité. Refus encore. L'atmosphère devenait suffocante. Marguerite s'est mise à pleurer. Une dame âgée, Madame Petit, selon les registres de la gare, lui a tendu un mouchoir brodé. « Ne pleure pas, petite. Tout ira bien. » Mais Claire savait que non. Tout n'irait pas bien. Elle avait remarqué le problème sur son billet dès qu'Élise le lui avait tendu ce matin. Marie-Claire Durand. Ce prénom composé que sa mère avait voulu lui donner mais que le prêtre avait refusé d'inscrire au baptême. Trop prétentieux pour une fille de fermier, avait-il dit. 10h35. Leur tour. L'agent Dufresne, 28 ans. Moustache cirée, uniforme impeccable malgré la chaleur. Il examine le billet d'Élise. En règle. Celui de Marguerite. En règle. Celui de Claire. Froncement de sourcils. Il compare avec le certificat de baptême. Claire Durand sur le papier officiel. Marie-Claire Durand sur le billet. Il appelle son superviseur, l'inspecteur Rousseau. Celui-ci examine les documents. Secoue la tête. Ordre du chef. Document exact ou pas de voyage. Élise supplie. Nous sommes sœurs, monsieur. Regardez, nous avons le même nom de famille. C'est juste un prénom en plus. S'il vous plaît. L'inspecteur hésite une seconde. Puis le chef de gare Blanchard arrive. Pas d'exception. Le règlement, c'est le règlement. Le train sifflait. Dernier appel. Les portes allaient se fermer. Un agent a saisi Élise par le bras, un autre Marguerite. Il fallait monter maintenant ou perdre les billets. Claire a crié. « Partez. Je vous rejoindrai. Je trouverai un moyen. » Élise s'est débattue mais l'agent l'a poussée dans le wagon. Marguerite hurlait le nom de Claire, le chaos, la fumée, les cris. Et soudain, dans ce moment de pure panique, Claire a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a souri à ses sœurs. Le même sourire que sur la photo. Un sourire qui disait « Tout ira bien. Je vous aime. Soyez heureuses. » Le train a commencé à bouger. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Élise s'est précipitée à la fenêtre du wagon, tentant de l'ouvrir malgré les protestations des autres passagers. Ses doigts griffèrent le métal, ses ongles se cassaient contre les loquets rouillés. Elle a finalement réussi à baisser la vitre. Claire courait le long du quai, la petite valise de provisions dans une main, l'autre tendue vers le train qui s'éloignait. Marguerite, de l'autre côté du wagon, tambourinait contre la porte verrouillée en sanglotant. Les autres voyageurs regardèrent la scène pétrifiés. Une mère a serré ses propres enfants contre elle, comme pour les protéger de cette douleur contagieuse. C'est à ce moment précis qu'Élise a pris la décision qui la hanterait pour le reste de sa vie. Elle a arraché de son cou le seul objet de valeur qu'elle possédait, un petit médaillon en cuivre contenant une photographie de leur mère, prise le jour de son mariage. C'était tout ce qui leur restait de Suzanne. Sans réfléchir, mue par un instinct désespéré de laisser quelque chose à Claire, elle l'a jeté par la fenêtre. Le médaillon a volé dans l'air en fumée, tournoyant comme une feuille d'automne, avant de tomber sur les rails. Claire s'est arrêtée net. Le train prenait de la vitesse, la distance grandissait. Elle avait le choix, continuer à courir inutilement ou récupérer le médaillon. Elle a choisi le médaillon. S'agenouillant sur le ballast coupant, elle a fouillé frénétiquement entre les rails. Ses mains se sont écorchées sur les pierres.
Un cheminot a crié de s'éloigner des voies, qu'un autre train arrivait. Mais Claire continuait à chercher. Quand enfin ses doigts ont trouvé le métal tiède du médaillon, elle s'est relevée. Le train n'était plus qu'un point noir à l'horizon, sa fumée se dissipant dans le ciel de septembre. Elle est restée là, immobile, serrant le médaillon contre sa poitrine. Autour d'elle, la gare continuait son ballet frénétique. D'autres trains, d'autres départs, d'autres déchirements. Mais Claire ne voyait rien de tout cela. Dans sa tête résonnaient les derniers mots qu'elle avait échangés avec Élise, la veille au soir, pendant qu'elle recousait le manteau. « Si jamais on est séparés, on se retrouvera à Noël. Promis, promis. » Mais Noël était dans 3 mois, et Claire n'avait nulle part où aller. C'est Madame Moreau, la voisine qui avait accompagné Pierre à la gare avant qu'il ne disparaisse dans une taverne, qui a trouvé Claire assise sur un banc, 3 heures plus tard. La petite n'avait pas bougé, n'avait pas pleuré. Elle fixait le médaillon ouvert sur ses genoux, caressant du doigt le visage de sa mère. Madame Moreau témoignera plus tard dans une lettre à sa sœur. « J'ai vu beaucoup de misère dans ma vie, mais jamais je n'ai vu une enfant porter une telle solitude. » C'était comme si elle était devenue vieille en l'espace de quelques heures. Pendant ce temps, dans le train qui filait vers Lyon, Élise tentait de consoler Marguerite qui s'était évanouie de détresse. Une passagère, infirmière de son état, avait offert des selles. Le registre des passagers mentionne son nom. Joséphine Bardot, 32 ans, retournant à Lyon, après avoir soigné des malades de la grippe à Dijon. Elle a pris Marguerite sur ses genoux, l'a bercée doucement. Élise, le visage de marbre, regardait défiler le paysage. Les champs dorés de septembre, les villages endormis, les rivières brillantes, tout ce que Claire ne verrait pas. Le chef de train est passé vérifier les billets une seconde fois. Quand il est arrivé à leur compartiment, il a froncé les sourcils. « Vous étiez 3 sur la liste. » Élise a répondu d'une voix éteinte. « Ma sœur n'a pas pu monter. Problème de papier. » Le chef a haussé les épaules. « C'est fréquent ces temps-ci. » Trop de règles, trop de complications. Il a poinçonné les 2 billets restants et est parti. Comme si perdre une sœur était une banalité administrative. À Dijon, Claire a passé sa première nuit seule chez les Moreau. Ils l'ont installée dans l'ancienne chambre de leur fils, mort à la guerre. Les draps sentaient la naphtaline et la tristesse. Claire n'a pas dormi. Elle a passé la nuit à écrire une lettre à ses sœurs qu'elle ne pourrait jamais envoyer puisqu'elle ne savait pas où elle logerait à Lyon. Dans cette lettre, retrouvée des décennies plus tard dans les affaires de Madame Moreau, elle écrivait « Mes sœurs chéries, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais devenir institutrice comme je l'ai promis. Je vais apprendre à lire et écrire à tous les enfants pauvres. Et un jour, quand je serai grande, je viendrai vous chercher. On sera à nouveau ensemble. Gardez espoir. Je vous aime plus que tous les maux du monde. Votre Claire qui pense à vous. » Le lendemain matin, Pierre Durand est revenu chercher sa fille. Les Moreau ont refusé de la lui rendre. Une altercation a éclaté. Les gendarmes sont intervenus. Selon le rapport de police, Pierre Durand a été embarqué pour ivresse publique et trouble à l'ordre public. Il a disparu après sa libération. On ne l'a jamais revu à Talent. Certains disent qu'il est parti à Paris. D'autres qu'il s'est engagé dans la Légion étrangère. Claire est restée chez les Moreau une semaine, puis est partie un matin avant l'aube, laissant un mot. « Merci pour tout. Je dois suivre mon chemin. » À Lyon, Élise et Marguerite découvrent que l'oncle Gaston n'était pas l'homme providentiel qu'elles avaient espéré. Alcoolique comme son frère, il les a regardées arriver avec consternation. J'ai à peine de quoi me nourrir moi-même. Mais il les a quand même installées dans une pièce humide au-dessus de son atelier de cordonnerie. Le registre de l'Hôtel Dieu de Lyon les recense comme nécessiteuses à partir du 15 septembre 1922. Élise a trouvé du travail comme blanchisseuse. 12 heures par jour, les mains dans l'eau bouillante et la soude. Marguerite a été inscrite à l'école communale, où elle a recommencé à mouiller son lit. Mais cette fois, c'est Claire qui lui manquait, pas sa mère. Les années ont passé comme passent les années de misère, lentement et cruellement. Claire a disparu dans le tourbillon de l'histoire. Certains témoignages la placent à Paris en 1925,
travaillant comme bonne dans une famille bourgeoise du 7e arrondissement. D'autres affirment l'avoir vue à Marseille, vendant des fleurs sur le Vieux-Port. Mais la vérité, consignée dans les archives de l'école normale d'institutrices de Versailles, est plus extraordinaire. Claire Durand, pupille de la Nation suite à l'abandon paternel, a été admise à l'école en 1928, à 19 ans. Elle avait appris seule, dans les bibliothèques publiques, dévorant tout ce qu'elle pouvait trouver. Son dossier d'admission mentionne « Candidate exceptionnelle malgré des lacunes, volonté de faire ». Élise, elle, s'est mariée en 1930 avec un ouvrier métallurgiste, Henri Bertrand. Un homme bon qui ne buvait pas et qui a accepté que Marguerite vive avec eux. Ils ont eu 2 enfants, 2 garçons. Élise ne parlait jamais de Claire. Quand Marguerite tentait d'évoquer leur sœur, Élise quittait la pièce. La douleur était trop vive, la culpabilité trop lourde. Dans son journal intime, découvert après sa mort, elle a écrit des centaines de fois la même phrase. « J'aurais dû descendre du train. J'aurais dû la choisir elle. » Marguerite est devenue infirmière en 1935, réalisant le rêve qu'Élise avait formulé pour elle ce matin où elle avait mouillé son lit pour la énième fois. Elle travaillait à l'hôpital de la Charité de Lyon, spécialisée dans les soins aux enfants. Elle n'a jamais oublié Claire. Chaque 12 septembre, elle allumait une bougie à l'église Saint-Nizier et priait pour sa sœur perdue. Elle a épousé un médecin en 1940, a eu une fille qu'elle a appelée Claire, mais le prénom était trop lourd à porter. L'enfant a toujours préféré qu'on l'appelle par son second prénom, Marie. La guerre est venue, puis la paix, puis une autre vie. Élise est morte en 1957 d'un cancer du poumon. Elle avait 49 ans. Sur son lit de mort, elle a demandé à Marguerite « Tu crois qu'elle nous a pardonné ?» Marguerite a menti. « Oui, j'en suis sûr. » Mais elle n'en était pas sûre. Comment être sûr de quoi que ce soit quand on a perdu la trace de quelqu'un depuis 35 ans? C'est le 14 septembre 1962, exactement 40 ans et 2 jours après la séparation, que le destin a frappé à la porte de Marguerite. Elle était devenue infirmière en chef, respectée, admirée pour sa compassion envers les patients les plus démunis. Ce matin-là, on lui a annoncé l'arrivée d'une patiente en phase terminale. Cancer généralisé. Quelques jours à vivre, peut-être moins. La patiente avait demandé spécifiquement à voir l'infirmière en chef. Elle avait quelque chose d'important à lui remettre. Marguerite est entrée dans la chambre 47. Une coïncidence qu'elle ne remarquerait que plus tard. Sur le lit, une femme décharnée mais digne. Ses cheveux gris étaient recoiffés avec soin. Ses mains, posées sur le drap blanc, tremblaient légèrement. Marguerite s'est approchée, a pris son dossier médical. Le nom l'a frappé comme un coup de poing. Claire Durand, née le 15 mars 1909 à Talent. Profession, institutrice retraitée. Situation familiale, célibataire. Personne à prévenir. Néant. Les 2 sœurs se sont regardées. 40 ans s'effacèrent d'un coup. Marguerite a vu dans ses yeux fatigués la petite fille têtue qui volait du pain pour nourrir sa famille. Claire a vu dans le visage de cette infirmière accomplie la petite qui mouillait son lit et s'accrochait à sa jupe. Elles n'ont pas pleuré. Pas tout de suite. Claire a lentement ouvert sa main droite. Dans sa paume, noircie par le temps mais intacte, le médaillon de leur mère. « Je l'ai gardé tous les jours », a murmuré Claire. « Tous les jours depuis ce matin de septembre. Je voulais vous le rendre mais je ne vous ai jamais trouvé. J'ai cherché, tu sais. J'ai écrit à toutes les mairies de Lyon. Mais Élise s'était mariée, avait changé de nom. Et toi, je ne savais pas que tu étais devenue infirmière. Maman serait si fière. » Marguerite s'est assise sur le lit, a pris la main de sa sœur. Elles avaient 3 heures. 3 heures pour rattraper 40 ans. Claire a raconté sa vie. Les années difficiles comme domestique. Les nuits passées à étudier. L'école normale. Son premier poste dans une école de campagne près de Fontainebleau. Les centaines d'enfants pauvres à qui elle avait appris à lire et écrire. Elle n'avait jamais eu d'enfants à elle, mais elle en avait élevé des milliers. Certains lui écrivaient encore, devenus médecins, avocats, professeurs à leur tour. Marguerite a raconté Élise, sa culpabilité,
son silence. Ses deux fils qui ne sauraient jamais qu'ils avaient eu une tante, la petite Claire qui portait un prénom trop lourd, les bougies du 12 septembre, l'attente, l'espoir qui s'amenuise avec les années mais ne meurt jamais tout à fait. Elle a sorti de son sac une photographie. Élise, quelques mois avant sa mort, souriante malgré la maladie. Claire a caressé le visage de son aîné du bout du doigt. Elle nous a sauvés, tu sais, en nous mettant dans ce train. Si nous étions restés, nous serions mortes de misère comme maman. À 15 heures, Claire a commencé à faiblir. La morphine n'arrivait plus à contenir la douleur. Marguerite lui tenait la main, lui caressait les cheveux comme Élise le faisait quand elles étaient petites. Claire a murmuré « J'ai une dernière faveur à te demander. Dans mon sac, il y a une enveloppe. Ce sont mes économies. Pas grand-chose, mais je veux que tu crées une bourse pour les enfants pauvres qui veulent devenir instituteurs. Appelle-la bourse des 3 sœurs, pour qu'on ne nous oublie pas. » Claire Durand est morte à 18h12, le 14 septembre 1962, en tenant la main de sa sœur retrouvée. Ses derniers mots ont été « Dis à Élise que je lui pardonne. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui qu'on sera à nouveau ensemble, toutes les 3, quelque part. » Marguerite a fermé les yeux de sa sœur, a déposé un baiser sur son front et a glissé le médaillon dans sa main, pour qu'elle ne voyage pas seule. La bourse des 3 sœurs existe toujours. Elle a permis à plus de 300 enfants défavorisés de devenir enseignants. Dans le hall de l'école primaire Claire Durand à Dijon, inaugurée en 1988, trône une photographie. 3 sœurs devant un mur jauni de gare. L'aînée sérieuse et protectrice. La cadette souriante malgré son foulard qui cache une blessure. La benjamine accrochée à ses sœurs comme si elle pressentait la tempête. En dessous, une plaque de cuivre. Parfois l'amour ne suffit pas pour rester ensemble, mais il suffit toujours pour se retrouver. Et si cette histoire vous a touché, sachez qu'elle n'est qu'une parmi des milliers. Chaque vieille photographie cache un drame, un espoir, une leçon. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire de Marie, une mère qui a dû choisir entre sauver son enfant ou sauver son village. Une photographie de 1917 qui révèle comment une décision de 3 secondes peut changer le destin de générations entières. Car derrière chaque image figée dans le temps, il y a des cœurs qui ont battu, des larmes qui ont coulé et des amours qui ne meurent jamais vraiment. Cette histoire, bien que dramatisée et inspirée de faits réels historiques, nous rappelle une vérité universelle. Parfois, même quand l'amour ne suffit pas à nous garder ensemble, il nous donne toujours la force de nous retrouver d'une autre manière. Elle nous montre aussi combien de petits détails, une lettre de trop, un choix de quelques secondes, peuvent changer un destin pour toujours. Et vous, que pensez-vous du poids des choix dans une vie? Avez-vous déjà senti qu'un simple détail avait transformé votre histoire familiale? Quelles promesses d'enfance gardez-vous encore dans votre cœur? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « espoir » dans les commentaires, pour montrer que vous portez aussi cette flamme. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez, et si vous souhaitez, partagez une histoire de vos ancêtres ou de votre famille qui pourrait inspirer de futures histoires. Merci de faire vivre cette mémoire collective. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de commenter, et de cliquer sur la vidéo suivante proposée. Chaque image ancienne cache une leçon de vie. Ensemble, continuons à les découvrir.